C'est King Kong qui m'a donné envie de faire des films. Ça a été une révélation. C'est à l'âge de 9 ans que j'ai vu King Kong pour la première fois à la télévision. Sans lui, je serais sûrement devenu architecte, plombier ou je ne sais quoi d'autre, mais certainement pas réalisateur. Bosser avec Peter Jackson, c'est un vrai bonheur. D'abord, c'est la chance de bosser avec le génie du cinéma actuel et une équipe de passionnés, une équipe extrêmement talentueuse. À Noël dernier, j'ai eu l'occasion de découvrir le talent de Michel Ancel en jouant à Beyond Good and Evil. Au point de me dire qu'une personne aussi créative que Michel serait très utile sur le projet King Kong. Peter Jackson, il a dit « venez avec moi ». Et il nous a amenés dans une superbe salle, un peu la salle créative en fait, dans laquelle ils ont dû passer énormément de temps. Une salle magnifique dans laquelle on a découvert tout à coup des centaines de recherches en fait, fabuleuses, préparées pour le film. Des recherches artistiques, des sculptures, des plans de New York, des storyboards. Et il a pris le temps de récupérer un petit bâton et de nous raconter l'histoire du film en commentant chaque illustration, chaque image du film directement. Donc ça a été la première réunion avec Peter Jackson. On était ébahis et on découvrait en fait l'univers de King Kong avant tout le monde, puisque c'était en 2004. La nouvelle histoire, le style incroyable des architectures, toute la richesse de cet environnement, il nous l'a présenté directement. Donc ça a été tout de suite très amical. Et chaque fois qu'on est revenu, nous, à Montpellier, en fait, après nos aventures en Nouvelle-Zélande, on avait vraiment, on était gonflés de toute cette créativité, toute cette énergie. On a pu donc, en fait, après la communiquer aux membres de l'équipe. C'est à la fois très excitant de partir comme ça de l'autre côté de la Terre pour aller travailler pour un des plus gros studios du monde. Et à la fois, il fallait être à haut niveau. Il a un certain talent, je dirais, pour inspirer, donc donner des premières idées, et après nous laisser créer et faire notre boulot en fait, de créateur de jeux vidéo. Il faut vraiment que Peter Jackson soit fier du jeu. C'est un challenge également du point de vue créatif, parce qu'on souhaite véritablement faire date dans le jeu à licence. Je crois qu'il est essentiel, lorsqu'on développe un jeu adapté d'un film, de favoriser une étroite collaboration entre les deux équipes. C'est ce que nous avons fait dès le premier jour, en permettant à l'équipe d'Ubisoft d'accéder à tous les aspects créatifs du film. Nous voulions que le jeu constitue le clone du film, qu'ils soient tous les deux issus du même univers, du même point de vue artistique. La collaboration entre les deux équipes était donc absolument primordiale. Cela permettait par exemple de reproduire Skull Island à l'identique dans le jeu vidéo. Nous voulions créer une synergie à la fois créative et thématique, et que le jeu, dans un certain sens, permette de se replonger dans le film. Ou plus exactement, de le prolonger. Le jeu vidéo a ceci de particulier par rapport au film. Il peut créer une intensité formidable. Mais à mon sens, le plus passionnant sera la place occupée par la survie. Le joueur va devoir visiter l'une des jungles les plus redoutables du monde, qui regorge d'obstacles tous plus dangereux les uns que les autres. L'environnement naturel, bien sûr, mais aussi les créatures, les insectes et autres dinosaures. Il y a des gorilles comme King Kong et des grands tyrannosaures. Sur Skull Island, il y a aussi des insectes particulièrement hostiles. C'est vraiment un écosystème très très dangereux. L'un des grands défis proposés aux joueurs sera donc de survivre afin de gagner le droit d'en découvrir toujours un peu plus. Et en fait, le travail de mise en scène sur Kong, ça a été assez délicat parce qu'il fallait qu'on arrive à jongler avec différents types d'émotions. Des fois, c'est très stress, très survie, la peur, la confrontation avec les dinosaures. Et puis, il y a aussi une relation intense à créer avec les autres personnages, avec Anne notamment. Il faut arriver à dealer, à négocier avec tout ça pour que le joueur traverse toute une panoplie différente d'émotions. J'avais envie que le jeu permette d'aller un peu plus loin que le film.
Nous avons donc exploré les différentes manières de l'aborder, à commencer par les personnages jouables. Jack, interprété dans le film par Adrien Brody, s'est naturellement imposé car c'est le héros de l'histoire. Mais nous avons également très vite pensé qu'il serait intéressant de reproduire le schéma du film, qui alterne les séquences montrant d'une part Anne et King Kong, et d'autre part Jack et les marins. Le film passe sans cesse d'une intrigue à l'autre, jusqu'à ce que les deux finissent par fusionner. Et nous avons estimé qu'il serait judicieux de reproduire cette évolution dans le jeu. Dans cette optique, il semblait passionnant de pouvoir incarner King Kong et d'alterner entre un personnage humain poursuivi par de terribles dinosaures, tentant de sauver Anne, luttant contre King Kong, et le grand Kong en personne, luttant contre des tyrannosaures. Le scénario s'y prêtait parfaitement, car d'une certaine manière, les deux personnages, Jack l'humain et Kong le singe géant, poursuivent le même but, protéger Anne Darrow, le personnage interprété par Naomi Watts dans le film. Ils ont donc des objectifs très similaires, qui se croisent sans cesse. En d'autres termes, le joueur devra passer d'un personnage à l'autre pour progresser dans le jeu. C'est un aspect que nous avons trouvé très intéressant. Le contexte, c'est Skull Island, une île hostile, à la fois par son relief, mais par toutes les créatures qui l'habitent. Et c'était intéressant d'avoir un double point de vue sur cet univers-là, à la fois d'être la proie, à travers Jack, en fait, l'aventurier, et l'opposé, c'est-à-dire d'être King Kong, d'avoir une vision globale, en fait, et d'être le roi, en fait, de cette île. Quand on est Jack, on est petit, on est la proie, on se dit « si j'étais Kong, j'en finirais avec cette situation ». Et bien sûr, on permet ça au jeu et aux joueurs. Et c'est la grosse surprise du jeu. Et à ce moment-là, le jeu se bascule dans un autre type de gameplay dans lequel on domine en fait les créatures. Là, il n'est pas question de tomber par erreur ou de mourir pour une petite erreur. On devient le roi de la jungle, on devient King Kong. Et je crois que c'est finalement un peu le moment jubilatoire du jeu en fait. On joue en alternance un personnage à un autre. En fait, il y a un personnage, c'est Jack, c'est l'humain qui est tout petit, qui va essayer de survivre dans la jungle. Et puis Kong qui, lui, est exactement le contraire. Et dans le cas de Kong, c'est un jeu de combat, donc on a cherché à rester très très simple, le plus simple possible, pour que dans la première minute, le joueur se dise « Waouh, je suis le roi de la jungle ». La technologie, elle est au service de l'émotion. Donc en fait, tout est travaillé pour que ça nous donne des armes à nous, level designer ou graphiste, pour faire de l'émotion. On est sur une île qui doit faire peur, et donc les ingrédients de la peur, il faut se référer à ce qu'on connaît. On a déjà tous eu peur. Et donc une image un peu désaturée, pour éviter le côté un peu cartoon, des silhouettes très simples, une lumière très contrastée à certains endroits et très douce à d'autres, pour justement jouer les valeurs et les montées et les descentes. King Kong, c'est pas que un jeu réaliste. Dans King Kong, il y a du réalisme pour l'immersion. Et après, il y a toute une partie graphique pour le côté sensible. Sur King Kong, on a beaucoup travaillé sur l'aspect éléments naturels et tout ce qu'on peut retrouver dans une jungle. Donc on a travaillé sur tout ce qui était effet d'intempéries, par exemple, la pluie, la brume, les herbes qui bougent dynamiquement en fonction du vent et en fonction du passage des personnages. Je vous avouerai que même nous, quand on fait une démonstration du jeu, on ne peut pas savoir ce qui va se passer à l'avance. On ne peut pas savoir pourquoi tel personnage va aller sauver tel autre, pourquoi il l'a fait, parce qu'il a peut-être pressenti un danger, des choses qui nous dépassent même en tant que développeur de jeu. Et c'est aussi ça qui est agréable quelque part, c'est que le joueur, lui, puisse être surpris en fait en expérimentant King Kong. Le travail sur Kong, je pense, a nécessité bien un tiers de la production totale de l'animation. On l'a bichonné pour avoir bien sûr toute la dimension du personnage, que ce soit tous ces aspects simiesques, plus
le respect du mythe King Kong. Il gérait peu sa puissance. En fait, il était vraiment sans concession pour ses mouvements et son énergie. Un peu comme un monster truck qui se déplacerait dans tous les environnements. Il est capable d'aller partout. Il est chez lui, il peut monter sur les falaises, s'agripper. Il a vraiment toutes les capacités et tout ça doit s'effectuer dans la fluidité. Pendant les déplacements et les combats de Kong, le joueur aura la possibilité de graber ses ennemis, de les attraper, de les lancer, de les frapper les uns contre les autres. Pour vous citer un exemple, il y a un final où Kong va attraper la gueule du T-Rex et ramener le T-Rex à lui pour au final lui arracher la mâchoire. Pour chaque gros ennemi de Kong est prévu des finishes de ce genre qui seront tous différents. Mais je vous laisse voir ça dans le jeu. Le jeu devient très rapidement très concret et ça donnait très vite une direction forte à l'esprit du jeu. Donc pas d'interface. Il a fallu qu'on retranscrive énormément d'émotions, non pas au travers de scènes cinématiques, mais au travers de séquences que le joueur peut réellement jouer en fait. Et donc le gameplay est omniprésent et c'est lui aussi qui raconte l'histoire de King Kong. Le fait de ne pas mettre d'interface, ça a été une grosse difficulté. Et donc ça, c'était une volonté de Michel très forte pour augmenter l'immersion. Donc on a dû trouver des moyens autres, comme par exemple la respiration, ou alors des filtres qui ont été expérimentés par les programmeurs ou par les graphistes. Et donc ça a demandé énormément de travail de réalisation. C'est un jeu d'action, on peut y aller bourrin, ou alors on peut y aller beaucoup plus tactique. Il y a beaucoup d'éléments interactifs dans une même zone, donc on peut vraiment expérimenter tout un tas de gameplay de façon libre. Donc c'est ça le côté bac à sable, c'est je rentre sur le terrain et je m'amuse. Je prends une lance, je la balance sur l'ennemi. Ou je fais cramer des ronces, je passe, je vais chercher une caisse avec des munitions. On peut profiter de la connexion qu'il peut y avoir en fait, entre les créatures de Skull Island pour les tourner à notre avantage. C'est-à-dire que si par exemple je vois un prédateur qui ne m'a pas encore détecté, je peux très bien par exemple l'attirer vers un gibier que moi-même j'aurais tué et donc le détourner en fait de mon chemin et pour pouvoir le passer. Ou alors tout simplement amener des prédateurs à se battre les uns avec les autres. Le jeu étant très concret, on peut chasser par exemple, on peut très bien récupérer une lance. Et si on voit des poissons ou n'importe quelle créature, on peut la chasser, la piquer avec la lance, on la tient vraiment concrètement en main, et à ce moment-là, on peut attirer un prédateur. On peut l'attirer dans une zone où il y a du feu, mais on peut aussi l'attirer dans une zone où il va manger ou attaquer d'autres créatures. Donc on a un contrôle comme ça sur les créatures, et ça rend en plus l'univers de Skull Island beaucoup plus réaliste. Le jeu, quelque part, est relativement instinctif et naturel. La difficulté du jeu va s'adapter automatiquement au niveau du joueur. On va détecter le nombre de fois qu'il meurt dans un niveau. Et si au bout de 3 morts, il est réinitialisé au même endroit, en fait, on va lui mettre un type d'ennemi plus facile ou alors on va réduire le nombre d'ennemis. Par contre, pour un très bon joueur qui réussit par exemple à tuer un raptor en moins de 15 secondes, on va lui rebalancer 2-3 ennemis supplémentaires pour ne pas le frustrer. Ensuite, on est allé à Los Angeles avec Philippa et tous les comédiens du film pour enregistrer toutes les voix. Il faut vraiment être doué pour ça. Faire une bonne voix pour un jeu, une voix qui va fonctionner, cela requiert à mon avis un certain talent. Tous les acteurs ne peuvent pas s'y prêter avec le même résultat. C'est passé quelque chose d'assez marrant avec Jack Black, c'est que on dirait qu'on a réécrit une réplique parce qu'il nous a raconté que son père, le père de Jack Black, quand il était jeune, était en Afrique et il s'est fait attaquer par un hippopotame. Il était dans la gueule d'un hippopotame et à ce moment-là, donc le père de Jack Black a gueulé « Oh, God help me! Oh, God help me !» Et donc il a tenu un hommage à son père, qui s'en est tiré, bien heureusement, à faire la même réplique. Et donc on a rajouté cette réplique et on l'a incluse.
Les effets sonores de King Kong sont entièrement créés à partir d'éléments réels, enregistrés. On n'utilise pas de synthèse, on n'utilise pas de synthétiseur, tout ça. On a préféré enregistrer nous-mêmes des sons dans la nature pour ensuite les traiter, les monter ici au studio et en faire les effets sonores du jeu. Le cri de King Kong est fait d'une quinzaine d'éléments. Et sur ces 15 éléments, il y a 2 éléments qui sont complètement humains. C'est des cris humains, modifiés, ralentis, saturés, pour donner une impression de grosseur et d'ampleur. Mais en fait, l'élément clé du cri de King Kong reste humain. C'est Chance Thomas qui a composé la musique du jeu. Elle a été ensuite enregistrée au mois d'août à Seattle par un orchestre symphonique pour coller vraiment à l'univers naturel du jeu. Là, ce que vous entendez, c'est des battes, c'est des chauves-souris géantes qui se rapprochent. Dans le jeu, vous allez aussi rencontrer des raptors, des vélociraptors. Ils sont nombreux, là. Vous aurez aussi affaire aux tyrannosaures. Et vous aurez aussi affaire, bien sûr, à King Kong. Alors, un projet comme King Kong, ça laisse pas indifférent, évidemment, et on n'en sort pas indemne. C'est évidemment une énorme aventure humaine déjà, puisque effectivement c'est quelque chose de créer un jeu avec une équipe. C'est quelques nuits blanches, c'est de temps en temps évidemment des coups de bourre, c'est pas mal de stress, c'est beaucoup d'organisation à réaliser, mais c'est également et surtout d'énormes souvenirs. Évidemment, souvenirs avec Peter Jackson, souvenirs avec l'équipe là-bas et les relations qu'on a pu créer. C'est assez amusant de voir comment le cinéma et le jeu vidéo sont en train de se rapprocher. Et finalement, la passion est la même sur 2 supports différents, mais la passion est exactement la même. Travailler avec l'équipe de Peter Jackson, c'est forcément énorme. C'est du jamais vu, c'est incomparable. Et je m'étonne encore qu'on ait réussi à faire ça en 1 an et demi. J'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir collaborer au développement de ce titre. D'un point de vue absolument personnel et égoïste, ça m'aura permis de mesurer le talent et les qualités nécessaires à une équipe pour créer un jeu vidéo. C'était amusant, je me sentais un peu comme un écolier assis là, à observer, essayant de me rendre utile. En tant que réalisateur du film, j'ai essayé de me montrer aussi disponible que possible. Mais pour être honnête, tout le mérite revient à l'équipe d'Ubisoft, et en particulier à Michel Ancel, qui était aux commandes. Ils ont fait un travail extraordinaire. Moi, je me suis contenté de jouer, de m'amuser comme un fou, puis de donner mon opinion et de faire des suggestions. Ça a été vraiment une expérience formidable. Un peu comme si je faisais un 2e film en même temps que le premier. C'était comme 2 productions parallèles et simultanées avec un même objectif. Mais je suis bien content de n'avoir dirigé qu'un seul de ces projets. Gérer les 2 à la fois aurait été mission impossible. Moi, je pense qu'au final, ça reste une très très bonne aventure.